CNIL. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ces lieux. J'en suis très, très heureuse et très honorée, Monsieur le Président du CSA. C'est un événement important, naturellement, le Forum de la gouvernance de l'Internet. La gouvernance du numérique est au cœur de la réflexion de la CNIL depuis 40 ans. La CNIL est un régulateur qui se veut pragmatique. Son axe principal de travail, vous le savez, c'est de permettre l'utilisation de la donnée dans l'univers numérique, où sa valeur économique est centrale pour les entreprises comme pour les administrations, tout en veillant à la protection des individus qui souhaitent rester maîtres de leur identité numérique, de leurs données et de leurs actions dans cet univers. Alors, encourager l'innovation tout en respectant la vie privée est un équilibre délicat, récemment marqué par l'entrée en application avec le RGPD au niveau européen d'une toute nouvelle génération de droits et de garanties. Après l'essor de ce qu'on a pu appeler des droits libertés, des droits patrimoniaux et des droits sociaux, c'est maintenant l'émergence en quelque sorte des droits dits systèmes. C'est un peu conceptuel, c'est les droits fondamentaux des personnes sur leurs données personnelles qui visent à organiser cette gouvernance de l'univers numérique. Alors le règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur il y a un an, ce règlement européen, aura confirmé une chose, c'est lorsqu'on crée de nouveaux droits ou lorsqu'ils sont mieux explicités, nos concitoyens s'en emparent. Pour être un peu concret, de mai 2018 à mai 2019, la CNIL a vu une augmentation considérable des plaintes qui lui ont été adressées, près de 12 000 plaintes en France, donc ce qui correspond à une augmentation de 30%. Et près de 150 000 plaintes au niveau européen, 145 000 très exactement. Donc dans ce cadre, le premier objectif des autorités de protection des données européennes et donc de la CNIL, c'est de faire prendre conscience aux entreprises, aux responsables publics, parce que nous accompagnons aussi les pouvoirs publics, de l'appétence des citoyens pour ce sujet, qui ne doit pas seulement être vu comme une contrainte régulatoire, mais comme une exigence pouvant leur procurer un avantage concurrentiel distinctif. Alors évidemment, la CNIL n'est pas la seule à s'emparer de ces enjeux de gouvernance. Il y a un mouvement global de responsabilisation des acteurs du numérique qui va dans le sens d'une coopération renforcée entre les différents régulateurs en charge des sujets numériques à l'échelle française, par exemple avec le CSA, bien sûr, mais aussi à l'échelle européenne et internationale afin d'apporter une réponse publique et cohérente, efficace aux citoyens et aux opérateurs. D'une part, parce que la question des données dépasse le cadre, dépasse la question du cadre de leur protection. On pense à la valeur des données dans une logique concurrentielle. D'autre part, parce que la protection des données peut être partie d'une régulation plus globale, celle des plateformes numériques. Alors, quels sont les enjeux de la gouvernance au niveau européen ? Le 25 mai 2018 a concrétisé un changement profond pour les autorités de protection des données européennes dans leur processus et leur méthode de travail. Le RGPD a en effet mis en place un nouveau modèle de gouvernance de la régulation, inédit au niveau européen, une sorte d'intégration décentralisée. Lorsque les traitements de données concernent des individus dans plusieurs États membres, chaque autorité ne décide plus seule, mais doit agir de concert avec les autres autorités concernées afin de co-décider et de prononcer une décision commune pour l'ensemble de l'Union. Pour ce faire, les autorités de protection des données coopèrent au sein d'un nouvel organe de l'Union, doté de la personnalité juridique qui s'appelle le CEPD, Comité européen de la protection des données, ou EDPB, European Data Protection Board. C'est en son sein que se prennent les décisions structurantes, par exemple l'élaboration de lignes directrices pour faire de la pédagogie sur la réglementation, et que s'opère la distribution dans l'instruction des plaintes transnationales. Alors, les enjeux de gouvernance, ils dépassent naturellement les frontières européennes et ils s'étendent à l'échelle mondiale. Et ce que je constate, j'ai fait 2 déplacements à l'étranger depuis que je suis à la CNIL depuis quelques mois, c'est qu'il y a des attentes très fortes des opérateurs, des parties prenantes, à l'heure de choix entre différents modèles de régulation profondément différents. C'est vrai qu'en France et en Europe, nous avons un modèle de régulation en ce qui concerne la protection des données qui est vraiment fondé sur les droits des individus, alors que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, si je mets l'Angleterre à part, puisqu'elle est membre encore de l'Union européenne, en matière de protection des données, c'est davantage une logique articulée autour du consommateur qui est mise en avant. Et il y a naturellement d'autres formes encore de régulation de l'Internet qui défendent des intérêts plus étatiques dans certaines régions du monde.
Et la CNIL entend jouer un rôle moteur dans la diplomatie de la donnée personnelle, je crois qu'on peut parler de diplomatie, et s'investit sur les travaux qui ont lieu dans un certain nombre d'instances, par exemple à l'OCDE, au Conseil de l'Europe, où il y a une convention dite 108+, qui est contraignante et qui concerne une cinquantaine de parties prenantes en matière de protection des données, des contacts naturellement avec nos homologues internationaux pour réfléchir à d'éventuels outils de coopération internationale et partager notre expertise. Alors à l'échelle française, enfin, la CNIL souhaite promouvoir cette interrégulation dans laquelle elle est déjà engagée sur plusieurs fronts et plus encore la traduire en actes. Alors on a déjà quelques premières réalisations avec la CADA, parce que nous avons un partenariat institutionnalisé avec la CADA. Le président de la CADA siège au sein du collège de la CNIL et réciproquement, il y a des représentants de la CNIL au sein du collège de la CADA. Et par exemple, nous allons, après l'avoir mise en consultation publique, publier une consultation sur l'open data, par exemple, parce que nous pouvons avoir des logiques qui sont complémentaires sur ces sujets. Nous avons aussi un partenariat avec le Défenseur des droits. Il y a présente dans cette salle notamment des personnes de la CNIL qui s'occupent beaucoup d'éducation au numérique, et c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup avec le Défenseur des droits et toutes les questions d'inclusion en fait au numérique. Nous travaillons par exemple avec l'Agence française anticorruption, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le domaine bancaire, la Hadopi, et bien entendu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou l'ARCEP, dont les présidents interviennent aussi devant vous aujourd'hui. Alors, si la CNIL n'a pas le monopole de la régulation du numérique, nous avons une singularité, je crois, à faire valoir, parce que nous avons et nous devons renforcer une capacité d'expertise technique et prospective qui est, je crois, reconnue. Parce que le numérique, ça ne vous a pas échappé, naturellement, évolue dans un contexte d'innovation permanente et il nous faut, en tant que régulateur, pouvoir anticiper ces nouveaux usages et technologies qui impactent la protection des données et poser les bases d'une régulation qui soit la plus en phase avec la réalité des usages des utilisateurs du numérique. Cette expertise technique, elle nous permet aussi de dialoguer avec les grands acteurs de l'Internet ou les startups et de rendre plus visibles aux yeux du grand public des écosystèmes qui sont complexes, qui s'apparentent parfois à des boîtes noires. Or, plusieurs exemples peuvent témoigner de cette volonté de la CNIL d'avoir une régulation, en tout cas au plus près des usages technologiques. Par exemple, nous avons lancé depuis le 6e numéro qui vient d'être publié un cahier prospectif d'innovation. Le dernier qui a été publié en janvier et qui est accessible sur notre site est consacré à la forme des choix et plus précisément à la façon dont les interfaces sont designées avec beaucoup de guillemets. L'idée, c'est que c'est au moment de la conception des interfaces que les préoccupations de protection de la vie privée doivent aussi être prises en compte. Et au-delà de ce cahier que nous avons mis en ligne, nous avons aussi très récemment lancé une plateforme pour que les designers puissent échanger leurs pratiques, poser leurs questions, voilà, faire part de leurs difficultés. Donc c'est une forme de régulation qui se veut un peu innovante de ce point de vue-là. Notre laboratoire d'innovation et de technologie réfléchit aussi sur un sujet qui revient souvent en haut de l'actualité, que sont les assistants vocaux. Et nous allons particulièrement, après le travail qui a été fait notamment par le CSA et l'ADOPI, en liaison avec l'autorité de la concurrence et la CNIL, continuer à investir ce champ et plus particulièrement évaluer, ou en tout cas voir comment garantir que les utilisateurs sont bien informés des données qui sont collectées, des usages qui en sont faits et des moyens qui sont mis à leur disposition pour exercer leurs droits d'accès, leurs droits de modification, de suppression et de portabilité. Et c'est aussi un enjeu pour nous d'étudier la sécurité des données traitées et la manière dont est réalisé l'apprentissage des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont inhérents naturellement à ces appareils. Il y a un autre sujet technologique que nous allons beaucoup investir cette année, qui est celui du cloud computing, dont l'usage continue de se développer avec un stockage de données dans les infrastructures, mais des infrastructures d'un nombre très limité de fournisseurs de services, qui peuvent ainsi conduire quand même à une augmentation systémique du risque. Donc pour la CNIL,
il s'agit de mieux comprendre dans le détail les infrastructures des principaux fournisseurs de services, les contraintes, les risques auxquels les entreprises clientes sont réellement confrontées, dans un contexte où le règlement général sur la protection des données a responsabilisé, et c'est une nouveauté, aussi bien à responsabiliser les sous-traitants par rapport aux enjeux de protection des données, aussi bien que les donneurs d'ordre. Enfin, la loi pour la République numérique de 2016 nous a investis d'une mission éthique. La CNIL s'intéresse aux enjeux éthiques et aux questions de société qui sont soulevées par des technologies numériques. Après la formulation des propositions sur l'encadrement juridico-éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle, à l'issue d'un débat national qui nous a mobilisés en 2017-2018, notamment, surtout 2017, la CNIL, cette année, va s'intéresser davantage, notamment dans le second semestre, à l'impact des civic tech sur notre processus démocratique. Et ceci peut être d'autant plus intéressant à l'aune de la multiplication des pétitions en ligne, d'une éventuelle révision constitutionnelle, par exemple. Enfin, je crois qu'il y avait quelques attentes pour que soit évoqué le sujet des objets connectés et de la reconnaissance faciale qui concentre beaucoup d'attention. Alors, les objets connectés sont naturellement des produits phares des commerces électroniques et physiques depuis plusieurs années et, vous le savez, ils prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien à travers les smartphones, les applications, les montres et les bracelets connectés, et plus récemment même dans nos habitats, avec des thermostats connectés, des caméras intérieures, des assistants virtuels. Je ne parle même pas de nos véhicules, par exemple. Donc nos espaces sont devenus ou deviennent tous désormais intelligents ou plus exactement communicants. C'est ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, et ce n'est pas sans créer quelques inquiétudes légitimes. Parce que ces objets renouvellent de nombreuses questions sur la protection des données. Car si les producteurs promettent de faciliter l'existence finalement du consommateur, l'Internet des objets n'en reste pas moins un moyen de collecter des données. Et les objectifs commerciaux des producteurs et leur positionnement concurrentiel doivent plus que jamais être articulés avec le nécessaire investissement dans la protection des données. Le but, c'est de donner quand même le contrôle à l'utilisateur sur ces données. Et pour les personnes, l'IoT change l'intensité et la précision du profilage. On peut tout connaître de ses déplacements ou encore même de la qualité de son sommeil. Ces données qui, individuellement, peuvent paraître anodines, sont très révélatrices en réalité des habitudes des individus lorsqu'elles sont consolidées. Dès lors, quel contrôle les utilisateurs ont-ils sur leurs données ? Il faut repenser la manière d'informer les utilisateurs sur ces dispositifs qui sont sans écran ou avec des écrans de petite taille. Il faut aussi s'assurer que la sécurité de ces objets qui sont omniprésents dans notre quotidien n'a pas été sacrifiée pour réduire leurs coûts de production. Pour les entreprises, l'IoT améliore la connaissance sur les personnes et ouvre potentiellement la voie à de nouveaux modèles économiques et sociétaux qui peuvent remettre en cause des principes pourtant bien établis. Et à travers, par exemple, la connaissance détaillée du nombre de pas qu'on effectue chacun d'entre nous chaque jour, ou encore en connaissant précisément les déplacements faits en voiture, certains peuvent être tentés de proposer, par exemple, des services d'assurance, pour ne donner qu'un seul exemple, personnalisés aux dépens du modèle de la mutualisation des risques. Donc on voit bien que ça a quand même potentiellement de vraies incidences. Or, je terminerai par une technologie en pleine expansion et objet de nombreuses interrogations, c'est la reconnaissance faciale et plus largement les technologies de vidéo intelligente. Parce qu'en effet, il y a de nouveaux outils de captation et d'exploitation vidéo qui se développent pour prévenir notamment les troubles à l'ordre public, des caméras piétons, l'utilisation des terminaux mobiles des particuliers, des systèmes de vidéo intelligente, des dispositifs de suivi et de reconnaissance d'individus à l'aide de données biométriques, de reconnaissance faciale, pour ne donner que ces exemples-là. Et ces technologies sur lesquelles la CNIL est de plus en plus sollicitée s'inscrivent bien évidemment dans une optique de prévention ou de répression des troubles à l'ordre public. Et cet objectif, il est tout à fait légitime et il n'est pas contesté en tant que tel, mais néanmoins, ces dispositifs soulèvent des enjeux importants pour les droits et libertés individuelles des citoyens. Et ils soulèvent trois types de questions. Première question, elles sont d'ordre technique, aussi bien sur les infrastructures qui sont nécessaires que sur leur niveau de performance. La deuxième question, à propos de la reconnaissance
faciale, et la vidéo intelligente, d'une façon plus générale, sont des considérations économiques sur le coût du déploiement et de la maintenance. Et enfin, le troisième enjeu, c'est l'enjeu sociétal et juridique sur l'acceptabilité ainsi que sur l'encadrement de ces technologies et de ceux qui les utilisent. Parce que ce sentiment de surveillance renforcée, l'exploitation potentiellement accrue et à grande échelle des données personnelles pour certaines qui sont vraiment sensibles et intrusives, les données biométriques, la restriction de la liberté d'aller et venir anonymement sont autant de problématiques essentielles pour le bon fonctionnement de notre société démocratique. Et ce débat n'est pas réservé à la France, il a lieu mondialement, en Chine, où des systèmes de reconnaissance faciale sont déployés très largement. Outre-Manche, où par exemple on a vu un piéton se retrouver à payer une amende pour n'avoir pas tout simplement voulu dévoiler son visage à une caméra, à San Francisco, où comme vous le savez, la municipalité a décidé de bannir ces dispositifs. Donc l'actualité récente nous gratifie d'un nombre important de situations induites par ces technologies et qui soulèvent donc des questions juridiques, éthiques, techniques et sociétales. Donc le cadre juridique de la vidéo intelligente doit être modernisé pour tenir compte de ces nouvelles techniques et ces usages nouveaux. Et la CNIL a appelé à la fin 2018 à un débat démocratique sur cette problématique afin que soient définis les encadrements appropriés en recherchant le juste équilibre entre les impératifs de sécurisation et de l'espace public, qui sont tout à fait légitimes, et la préservation des droits et des libertés de chacun. Alors, en conclusion, si je devais en un mot résumer l'action de régulation de la CNIL, je dirais la confiance. Parce que le RGPD, c'est un dispositif certes complexe, mais aussi une véritable opportunité pour les entreprises et pour les pouvoirs publics de répondre à l'aspiration de transparence des citoyens. Et la CNIL, pour toutes ses parties prenantes, souhaite être un interlocuteur ouvert, fiable et exigeant. Je vous remercie.